Alors, l'idée, c'est effectivement, on a l'auteur, donc on a déjà fait un entretien pour le podcast qui sera sur les réseaux à partir du mois de janvier. On a déjà reçu Christophe dans nos lancements de revue. Donc, on ne va pas refaire la même chose. Là, l'idée, c'est de rapidement évoquer un petit peu le travail qu'il a fait à travers un peu ta bibliophilie moebiusienne, quelques images issues du cahier de dessin, et après, nous ouvrir aux questions du public que vous aurez peut-être à poser en tant que fan de Jean Giraud. Christophe, il y répondra bien volontiers. Voilà. Alors, Christophe, une des dédicaces que tu as dans ta bibliothèque, c'est celle-là. Hein, en fait, j'ai les images sur l'écran, c'est pour ça. Voilà. Donc, du coup, tu te rappelles les circonstances? C'était où ça? Très bien. C'était chez lui à Montrouge. J'étais allé le voir au moment où il sortait la suite de Major Fatal, qui s'appelle Le Chasseur des Primes. Et je lui avais demandé de me faire un petit dessin. Enfin, je l'avais déjà rencontré précédemment. Je lui avais déjà demandé de me faire un dessin. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre que c'est un aspect de Giraud Moebius auquel on ne pense pas toujours spontanément, qui est la drôlerie et l'humour. On pense toujours soit à l'aspect réaliste avec Blueberry, soit à la science-fiction avec Moebius, mais dans toute son œuvre, moins dans Blueberry, parce que c'est pas lui qui écrivait les scénarios, mais à travers toute l'œuvre de Moebius, il se débrouillait toujours pour glisser une petite touche d'humour, même dans des œuvres a priori très hermétiques, comme Le Garage du même nom. Et il trouvait que c'était important parce que c'est une manière de ne pas se prendre au sérieux. Il disait, l'humour, c'est un peu mon assurance vie. Ça m'évite de me prendre un peu trop. Donc il m'avait fait ce dessin qui est un autoportrait, ça fait avec un petit ventre et une phrase philosophique. Giraud était parfois un peu cosmique, il aimait bien tout ce qui était un peu voilà. Donc c'était à propos de Inside Moebius, hein, qui est une sorte de non pas d'autobiographie en bande dessinée, mais plutôt il se met en scène avec ses propres personnages. Voilà. Alors on va continuer sur le dessin, mais avant, moi j'aimerais quand même, sans lire, mais évoquer que un des éléments intéressants, c'est qu'on commence par l'évocation d'une image. C'est une image qui est perdue. C'est un dessin que Jean Giraud fait à sa mamie. Et on a, voilà, je peux en dire plus. Et à la fin, il est question d'un des derniers dessins de Jean Giraud. Moi, je te laisse librement le commenter. Oui, je voulais faire une boucle en fait avec le premier dessin qui est évidemment perdu, parce que Giraud avait 4 ou 5 ans, le dessin a été jeté, il en produisait pas mal déjà. Et le dernier dessin a été publié dans Dr Moebius et Mr Gir, qui est la troisième version de ses entretiens avec Numa Sadoul, et donc à ce moment-là, c'était vraiment très peu de temps avant sa mort en mars 2012, il était à l'hôpital, il se représente avec son, enfin je sais pas comment on appelle, déambulateur. Non, enfin c'est pas vraiment un déambulateur, et il met en scène il se met en scène à 4 âges différents de sa vie. Il y a le petit Jean Giraud, qui était enfant, ado, qui joue aux billes à Fontenay-sous-Bois, là où il a grandi. Ensuite, il y a le Jean Giraud des années 60, qui est juste à côté, qui était un jeune homme un peu à la manière de Belmondo dans Un bout de souffle, veste noire, lunettes de soleil. Tout à fait à droite, il y a le Jean Giraud des années 70, celui de la déviation. D'ailleurs, je me demandais pourquoi la maison d'édition s'appelait La Déviation. Je ne sais pas s'il y a un rapport, enfin bon, c'est une parenthèse. Voilà, je trouvais ça amusant. Il y a un clin d'œil quelque part. Ouais, voilà, je me suis posé la question. Il était un endroit aussi où c'était une déviation. Oui, exactement. Bon, voilà. Ça, c'est le Jean Giraud des années 70, avec très, très chevelu. Et juste à sa gauche, c'est le Jean Giraud dernière période, celui des années 2000, celui qui fait Inside Moebius et qui réfléchit sur son œuvre à travers Inside. Donc ce Jean Giraud qui est vraiment au seuil de la mort, les regarde tous les 4, je ne sais pas trop ce qu'il pense, et c'était vraiment, il n'y a pas de date qui est indiquée, il y a simplement 2012, donc c'est vraiment juste avant qu'il disparaisse, qui est en mars. Alors, juste un petit souvenir avec Jean Giraud aussi, moi je le rencontre à Angoulême avant de collaborer à Papier Nickelé, on est en 2000, je crois que c'est en 2010, 2011, et effectivement, on a un entretien où il me dessine son personnage préféré, et c'était le personnage de Lee Falk avec un slip, le fantôme. Ah non, le fantôme. C'était son personnage préféré. Ouais, il me le dessine sur Inside. Pour les amateurs, cette vidéo, je l'ai mis en replay sur la chaîne YouTube de Papier Nickelé, donc vous pouvez la voir. Hein, c'est quand même intéressant. Et quand il était en Algérie, il avait commencé à dessiner une série, finalement, sa part, quand il était à l'armée, en service militaire. Et le personnage ressemblait beaucoup au personnage du fantôme. Voilà, c'est ça. J'ai vu des dessins et... Donc ça, c'est les cahiers. C'est Jean Giraud. Alors, j'ai pas pris tous les cahiers dans l'ordre chronologique. Je vous ai mis quelques images. On va commenter quelques images. Mais alors, Jean Giraud Moebius, toute sa vie peut être un peu comme chez Hergé. Des fois, sur la thématique du double, Hergé a 2 épouses.
Et lui, il a 2 familles, 2 épouses, et là, tu as travaillé beaucoup, je crois, avec une famille. Hein, c'est-à-dire que Isabelle Giraud, qui est sa deuxième femme, n'a pas voulu qu'on se voit. Pourtant, j'ai essayé par le biais de Jean-Pierre Levé, etc. J'ai fini par l'appeler, il m'a dit « Non, non, moi je ne veux pas mêler mon témoignage à celui des autres, et je raconterai moi-même ma vie avec Jean. » Est-ce qu'elle fera? Je ne sais pas. Un projet, quoi. Oui. Un projet. Mais tu as rencontré des enfants sur la fin. Alors j'ai vu leurs enfants, effectivement, les enfants d'Isabelle et de Jean, qui sont Raphaël et Nausicaa, qu'on voit tout en bas, et je voulais qu'ils me donnent leur point de vue, de leur père, qui me disent ce que leur père leur avait apporté, donc ils ont abordé cet aspect-là, le côté un peu spirituel, etc. Et puis on a aussi parlé de la manière dont la deuxième famille met en valeur l'œuvre de Jérôme Moebius à travers des grandes expos en France, mais aussi... Il y a quand même un point commun, parce que finalement, la première femme aussi avait ce travail d'aide, c'est-à-dire que moi je vois bien Jean Giraud comme étant quelqu'un de très créatif et plutôt parti, et après dans tout le côté rationnel, organisationnel, son rapport au féminin c'était ça, d'avoir des femmes aussi un peu fortes qui l'aidaient à se... Ouais, je ne sais pas si c'était son rapport au féminin, mais en tout cas Claudine, qui était sa première épouse, prenait en charge la vie matérielle, l'organisation, etc. Comme Isabelle aussi. Pour que... Oui, je ne sais pas, mais j'ai pas pu en parler avec elle, donc ça m'est difficile. Mais en tout cas, voilà, c'est très documenté, tu les as rencontrés, c'est chouette. J'ai rencontré j'ai eu une conversation très brève avec Isabelle qui a duré, je crois, 3 minutes. Ouais. Mais du coup, dans le bouquin, il n'y a pas de jugement de valeur, il y a vraiment, c'est un travail journalistique que tu fais de reportage, et du coup, tu donnes, c'est intéressant de voir ça. Alors, on va commenter quelques images, se dire que Jean Giraud, c'est quand même des amis, peut-être le rapport qu'il a avec Jean-Claude Mézières qui nous a quittés. Voilà, Jean-Claude Mézières qu'on voit en haut, l'échange de pistolets, donc là, c'est vraiment au tout début des années 60. Je pense que Mézières ne doit pas être sorti il y a très longtemps de l'armée. Et alors, ce qui est marrant, c'est que évidemment, c'est une référence au western qui a été leur grande influence avant d'être un amateur de science-fiction. Giraud, comme tous les jeunes garçons de sa génération, il est né en 1938, étaient des amateurs de western. Lui, voyait beaucoup de films américains avec Mézières quand ils étaient étudiants à... Où est-ce qu'ils étaient étudiants? Zara Piquet, merci. Quelqu'un qui a lu le livre. J'aurais dû le lire jusqu'au bout. Et donc voilà, ouais, je sais. Non, mais j'ai commencé, mais je n'ai pas réussi. Donc c'est ce petit clin d'œil au western. Et puis c'est marrant, Mézières porte une costume. Je pense que pas beaucoup de gens avaient des jeans, des vestes en jeans, parce que c'était pas aussi facile à trouver qu'aujourd'hui. C'était cher, voilà. Et juste en dessous, c'est Giraud qui est... Tu veux juste un truc? Je la montre en laser pour le public. Voilà, c'est cette image. D'accord, oui. Alors ça, c'est important parce que c'est vraiment un tournant dans la vie de Jean Giraud. C'est son premier voyage au Mexique en 1956 et non pas en 1955, comme il s'est dit parfois. Il part en 1956, il a 18 ans. Il reste 8-9 mois au Mexique et il découvre, c'est ce que lui a raconté, il a découvert la marijuana, le sexe et le jazz, le bebop plus précisément. Donc on voit, physiquement, il est encore un peu, on a l'image du Jean Giraud assez mince, svelte, etc. Là, on voit qu'il est un petit peu rond. C'était dans sa jeunesse, il prenait facilement. Il a le pistolet à la ceinture, il y a le sombrero, enfin, il y a vraiment la grosse voiture mexicaine ou américaine, je ne sais pas, derrière. Ça a été vraiment... le Mexique a été très présent dans la vie de Giraud. Il y a eu ce premier voyage, il y a eu un deuxième voyage qui s'est beaucoup moins bien passé. Il y a eu la rencontre avec Jodorowsky, qui était chilien, mais qui avait fait ses films au Mexique. Donc vraiment, le Mexique, ça a été une sorte de fil rouge. Et il m'avait dit une fois qu'il voulait terminer la carrière de Blueberry en l'envoyant au Mexique, où il voulait rencontrer Trotsky. Bon, voilà, ça s'est jamais fait. Ça aurait peut-être été rigolo, mais bon, voilà. Et à droite, non, je voulais juste montrer le Giraud chevelu. En plus, l'ombre donne l'impression qu'il a vraiment les... Donc ça, c'est années 70, hein, ça pourrait être le Jean Giraud qui se dessine dans la déviation. Voilà. Pierre Christin, qui était le scénariste de Valérian, avait aussi des cheveux comme ça. Et moi non, je regrette, mais c'est comme ça. Donc en dessous, il est étudiant tout en bas aux arts appliqués, justement. Voilà. Alors, on va pas prendre toutes les commentaires. Non, juste peut-être évoquer celui-là, on a encore un Giraud. En référence, c'est un peu un caméléon au niveau... alors c'est intéressant parce que Giraud fume. C'est l'époque où Giraud fumait encore la cigarette et après il a complètement arrêté la cigarette. Il fumait par ailleurs, mais je trouvais que la cigarette est là-bas. Dans un documentaire, il y a d'ailleurs une petite digression parce que j'y pense. Un documentaire qui s'appelle Docteur Mike et Mr. Blueberry, enfin ce style, et je ne sais plus qui parle avec lui, mais la personne lui dit ah, quand même Charlier, c'était un bon vivant, sous-entendu, il mangeait, il buvait, etc. Et Giraud dit oui, c'est un bon vivant. Mais en fait, pour moi, un bon vivant, c'est plutôt quelqu'un qui ne boit pas, qui ne mange pas beaucoup, etc. Donc je trouve ça assez amusant, parce qu'il était vraiment dans sa période, il avait arrêté l'alcool, le tabac, il mangeait très peu, il était... Bon,
je ne vais pas entrer dans les détails de la vie de Giraud, mais le bon vivant selon le sens commun n'était pas forcément la vision personnelle de Jean Giraud. Donc là, on voit un Giraud rare parce que moustachu et fumant une cigarette. Et la photo a été prise, mince, j'ai oublié le nom de la photographe, Dominique Isserman, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, en bas, voilà, c'est Jean Giraud qui fait un dessin pour son fils Julien, son premier fils, donc il lui dessine. C'est le personnage de Piel qui joue, enfin qui est le petit garçon dans Les Maîtres du Temps, qui est le dessin animé. René Laloux qui va ressortir bientôt. Qui ressort, restauré par Tamassa. Et en fait, ce qu'on a, c'est qu'en fait, il y a un artbook avec les croquis qui serait peut-être republiable un jour. Comme il a fait les chroniques, enfin, il faisait vraiment des storyboards. Il y avait un vrai storyboard qui avait été publié par les humanoïdes associés, mais qui aujourd'hui, évidemment, épuisé. J'aimerais quand même t'entendre, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit l'espèce de rivalité amicale entre, quand même, Drouillet et Moebius, quand même, c'est des frères ennemis. Il y avait des soldes sur les écharpes rouges. Hein, donc, voilà, ils sont rouges. Alors, comment il y a des influences de l'un vers l'autre, il y a des rivalités créatrices. Oui, enfin, peut-être qu'il les a bien coulés. Mais c'est plutôt toi la vitesse. Non, mais effectivement, je me souviens que un jour, Philippe Drouillet m'appelle à la campagne. Parce que je sais pas, j'avais dû faire un article peut-être sur Jean en disant que voilà, il avait quasiment inventé la BD muette et tout ça. Et pas du tout, mais moi j'ai fait Hurle le fou avant et tout. Pendant un quart d'heure, je sentais bien qu'il était voilà, tout ce qui touche un peu à comment dire, qui pourrait remettre un peu en question le fait qu'il est un dessinateur important, il est sensible à ça. Ouais, mais en fait, c'est un brave garçon quand même. Je crois qu'ils avaient deux visions du monde très différentes. C'est-à-dire que Drouillet, et je pense que c'est Drouillet qui avait raison, lui considérait qu'il n'a pas de sens de vouloir instaurer une rivalité entre les dessinateurs. Il dit voilà, chacun son monde, chacun sa manière de s'exprimer. Alors que Giraud était vraiment dans un rapport de rivalité avec tout le monde. Il voulait être le meilleur, il voulait être le premier. Et dans l'autobiographie de Drouillet, qui s'appelle Délirium, il y a un passage assez intéressant, parce que Drouillet raconte que ça se passe dans les années 80, ils sont tous les deux en voiture, enfin ils sont en train de discuter, et Giraud lui dit, mais avec son petit air un peu faux comme ça, il lui dit, mais quand même c'est bizarre, parce qu'en matière de science-fiction, c'est quand même toi qui as tout inventé, et c'est moi qui ramasse comme ça. C'est un peu taquin, et ça a agacé beaucoup Drouillet. Ils ont été très proches à une époque, c'est-à-dire qu'ils habitaient pas très loin l'un de l'autre, près de la gare du Nord. Drouillet organisait des soirées, Giraud venait, et Giraud donnait beaucoup de conseils à Drouillet. Des conseils techniques, en fait. Drouillet lui disait, voilà, moi j'ai un monde, j'ai une vision, mais toi tu as appris le dessin, tu es passé par une école, je voudrais que tu... Et Giraud l'aidait beaucoup. Mais il y avait toujours ce rapport que Giraud instaurait avec tout le monde, c'est-à-dire qu'il voulait être le meilleur, il voulait être le plus fort, il voulait être le numéro 1. Alors, est-ce qu'il l'était ou pas, j'en sais rien. Moi, je me range plutôt du côté de Drouillet. Ça n'a pas grand sens de... Après, on peut comparer en termes d'influence. Est-ce lequel des deux a été le plus influent, je ne sais pas. Mais Drouillet aussi a apporté énormément quand il fait Lone Sloan. D'ailleurs, c'est assez marrant de constater que Giraud n'est pas le premier en matière de science-fiction, parce que Mézières fait Valérian avec Christin en 77. Drouillet arrive en 70 avec Lone Sloan, et à ce moment-là, Giraud, c'est encore un gars qui fait du western. C'était un grand passionné de SF, mais il n'a jamais vraiment fait de science-fiction. Il commence plus tard. Donc, après, on peut dire qu'il a largement rattrapé son retard, entre guillemets. Alors, Christophe, je voudrais qu'on commente cette image par rapport à une référence. Donc là, on a Jean Giraud déguisé en Arzac, mais dans ton livre, on apprend un peu plus sur un projet de cinéma, d'un projet qui s'appelle Internal Transfer, qui a infusé d'autres choses après. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu? Alors, Internal ou Internal, ça dépend de l'orthographe varie. C'était un projet qui avait initié quelqu'un qui s'appelait Jean-Paul Appelguéry, qui était à la tête d'un groupe. Enfin, Giraud parlait toujours d'un groupe, d'autres parlent de secte, qui s'appelait Isozène. Bon, Giraud et sa femme Claudine ont fait partie d'Isozène. On les voit là, j'en profite. On les voit le lien, avec voilà, mais voilà, là, ils sont en Californie dans les années 80. Giraud a été très influencé par Jean-Paul Appelguéry. Moi, Jean Anesté, qui a été proche de Giraud, m'a dit qu'Appelguéry fait partie de ces gens qui sont capables de vous faire dire oui alors que vous pensez non, et inversement. Et il disait, moi, chaque fois que... Parce qu'il avait passé 6 mois à Tahiti, il avait envie de savoir comment ça marchait, Isozène, mais il était très, très critique.
Et il me disait à un moment, je me suis dit, il faut toujours que je sois avec une jolie fille quand je croise Apple-Guéry. Son attention va être captée par la fille et pas par... Mais Apple-Guéry avait quand même réussi à pousser Anesté à investir dans l'achat collectif d'un bateau, alors qu'il ne voulait pas du tout le faire, mais voilà, il fait partie de ces gens. Et Apple-Guéry était très critique vis-à-vis de Giraud, parce qu'il lui reprochait, notamment dans ce qu'il avait fait pour Alien, il lui reprochait d'avoir développé une vision très sombre, très violente. Il disait non, c'est pas bien, il faut pas que tu fasses ça. Et Giraud, à un moment, quand il était à Tahiti, donc au sein du groupe, a eu une période avec beaucoup de couleurs un peu fadasse, quoi, du rose, du bleu, etc. Puis tout un discours qui était vraiment l'idéologie d'Isozène. Et il a réussi à s'en débarrasser. Pourquoi tu me faisais parler Oui, parce qu'il y avait un projet, voilà, il y avait un projet qui s'appelle Internet Transfer, qui n'a jamais vu le jour, qui était au départ une idée d'Apple-Guéry et qui avait nommé, entre guillemets, scénariste une autre membre du groupe. Et Claudine me racontait, donc ça c'est la version de Claudine Giraud, que Giraud était furieux parce qu'il disait en fait elle n'est pas scénariste, ça n'avance pas, on passe du temps, je vais la tuer. Enfin, donc il reste des dessins de ça. Il reste des dessins, on peut voir quelques dessins sur Internet, et c'est vraiment dans l'esprit, parce que Apple-Guéry a commis une bande dessinée par Sergio Macedo, qui est aussi un dessinateur de métal qui a fait partie du groupe, ça a été publié chez Glénat, c'est totalement illisible. Moi j'ai fait l'effort de la lire intégralement, et c'est vraiment l'idéologie Zen, voilà, qui était un groupe. Ouais. Mais alors, est-ce qu'on peut pas dire aussi que finalement, Giraud c'est une éponge, il prend tout ce qu'il y a autour de lui, et c'est quand même, au fil du temps, quelqu'un qui cherche, qui rencontre, et notamment, je voulais qu'on évoque ce rapport avec l'Orient, avec cette belle expo à la Monnaie, Moebius, Miyazaki, et là on le voit avec Tezuka, et il fait aussi une BD qui s'appelle Icare, évoquer le Moebius, le rapport entre Orient et Occident, parce qu'avec l'idée que peut-être, c'est une hypothèse que je me fais, avec ce personnage de Moebius, il essayait peut-être de sortir de la dualité. Il y a une dualité Orient et Occident, et que dans son travail, peut-être quand on voit Arzac à la fin, Arzac fusionne avec Duméry. C'est-à-dire le Arzac l'Arpenteur, c'est un peu de western dans l'univers de qui a quelque chose d'une recherche. Je veux avoir ton avis là-dessus. Tu l'as très bien exprimé. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Mais pour ce qui est de Icare, c'est vrai que Giraud Moebius a fait du manga. Donc Icare, dessiné par Taniguchi. Au départ, Icare, c'est un projet de Moebius et de Jean Anesté. Jean Anesté qui trouve un carnet, parce que Giraud remplissait énormément de petits carnets de dessin. Et il met en scène dans son carnet un enfant qui a le pouvoir de voler. Et il se dit, en fait, ça c'est très intéressant. Il y voyait la métaphore du jeune Giraud qui essayait de s'envoler à travers son dessin et qui avait une relation difficile avec sa mère. Donc ils commencent à travailler tous les deux sur le projet Icare, qui est devenu petit à petit un truc colossal. Il y avait 2000 pages de scénario. Ils se mettent d'accord avec l'un des grands éditeurs japonais qui est Kodansha. Mais en fait, le projet qui est sorti chez Kana en 2005 n'a plus rien à voir avec le projet initial. C'est ça qui est intéressant. Ça n'a plus rien à voir. Et alors, moi, Anesté m'a envoyé l'intégralité du scénario, qui est un truc qui doit faire 1 million de signes. Donc j'ai lu évidemment en diagonale, mais on retrouve les obsessions de Giraud et qui sont aussi celles d'Anesté. C'est-à-dire qu'il y a énormément de scènes de sexe, de sadomaso, de mutilation. Enfin, c'est un truc vraiment terrifiant. Et ce qui est sorti chez Kana, ça n'a plus rien à voir. Et surtout, quand on le lit, on ne comprend pas bien d'où vient le personnage. Je me posais la question. Ça a été vraiment condensé, expurgé. C'est Kodansha qui a décidé de couper. En fait, ce que voulait Kodansha, d'après ce que m'a dit Anesté, c'est avoir le nom de Moebius sur le... Et ni Giraud, ni Anesté ne voulaient de Taniguchi. Ils trouvaient que le dessin de Taniguchi n'était pas du tout intéressant. Il se trouve qu'entre-temps, Taniguchi est devenu un peu une grande référence en France. Et voilà. Mais le Icare n'a rien à voir avec le projet de départ. Voilà, juste évoquer, mais ça on ne va pas trop développer parce que tu as rencontré Jean-Marc L'Officier et c'est assez rigolo parce que. Ça s'est fait par téléphone. Au moment où je lis le livre, je rencontre aussi Jean-Marc L'Officier. Ah. Parce que, alors, il y a un podcast Papier Nickel spécial super-héros, et de quoi me parle Jean-Marc? C'était au moment où je lisais L'Ulfage. Il me parle de la rencontre entre l'officier gérait les droits, on va dire, de... Oui, c'est un peu l'agent de Giraud quand Giraud vivait à Los Angeles. Et vous avez dans le livre, et dans le podcast Papier Nickel, rencontré par l'officier. Il y a à peu près la même chose qu'à toi, c'est assez rigolo. Et donc, il explique comment Moebius va faire, dans la suivre, sa version du surfeur d'argent avec
Voilà, c'est une belle expérience. Alors, que j'aime beaucoup d'ailleurs. La bibliothèque de Christophe Kilian, quelques albums. C'est pas très original. Ah, mais si, quand même, celui-là, il est épuisé. Ouais, enfin non, mais. Et puis, c'est ton héros préféré quand même. C'est pour ça qu'on a mis. Giraud, le Major Fatal. Là. Oh non, pas forcément. Non, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, beaucoup influencé. Moi, je suis incapable d'expliquer Garage hermétique. L'officier, lui, m'a dit, moi j'ai tout compris, le garage hermétique, je peux tout expliquer. Alors, j'ai pas repris son interprétation dans le bouquin, mais c'est vrai que le garage hermétique est une œuvre qui porte très bien son nom, parce que c'est quand même très hermétique, mais le dessin est tellement fascinant que Giraud rompt vraiment avec un code essentiel de la bande dessinée qui consiste à avoir le même dessin du début à la fin. Là, c'est une œuvre qu'il a bâtie pendant 3 ans, quand il était à l'État hurlant, entre 76 et 79, qu'il improvisait, c'est-à-dire que chaque mois, il faisait 2, 3, 4 pages de Major Fatal ou du Garage, on peut l'appeler comme on veut, sans forcément savoir où il allait. Et il y a une richesse de style, une variation qui est absolument sidérante. Et ça, c'est ce que m'a dit Claudine, on retrouve un certain nombre d'idées du groupe Isozène dans Major Fatal, notamment l'idée que on est traversé par des réalités différentes. Est-ce que là, on vit vraiment dans ce monde? Est-ce qu'on est en train de rêver ce monde? C'est un peu ce qui se passe dans le Garage. Et Apple Guéry était beaucoup dans cette espèce de... Voilà. Alors, dans ta collection, on reprend en mauvais état, mais quand même un album iconique. Oui, j'ai pris un Moebius, un Giraud, voilà, j'ai pris Blueberry, Balade pour un cercueil. Souvent, les gens disent le summum, c'est le diptyque, la mine de l'Allemand perdu, le spectre d'Aldor. Mais je trouve que dans Balade pour un cercueil, il y a une dimension humaine qui est absolument fascinante. À la fin, il est abandonné par ses copains McClure et Redneck, à la relation avec Chihuahua Pearl. Enfin, il y a tout un côté humain qui va au-delà de l'aventure et qu'on ne retrouve pas forcément dans les albums précédents. C'est une trilogie, hein, c'est la fin d'une trilogie. Ouais, et puis c'est en même temps l'ouverture. Et puis à la fin, Blueberry est condamné au pénitentiaire. Enfin, c'est vraiment qu'il y a des scènes graphiques très fortes. Voilà, il est un peu abîmé sur le côté parce que je l'ai vu. Et alors, ce qui est intéressant dans l'image de gauche que tu as choisie, c'est le. Donc, ça, c'est le deuxième, si je ne dis pas Blueberry. Et c'est une époque où d'abord, ce qui est mis en avant, c'est pas Blueberry, c'est Fort Navajo. Je peux dire Fort Navarro, mais moi j'ai gardé l'habitude de dire Fort Navajo. Parce que l'idée de départ de Blueberry, c'était pas du tout de raconter les aventures de Blueberry. C'était de raconter, c'est ce que voulait faire Jean-Michel Charlier, c'était de raconter la vie d'un fort au Far West. Il y aurait eu tous les aspects de la vie dans le fort, les relations avec les Indiens, etc. Et Blueberry était vraiment qu'un des personnages. Mais comme ça a bien marché au départ, l'éditeur a dit, bon, on va plutôt insister sur Blueberry. Mais là, on est au milieu des années 60, et vous voyez, c'est encore une période où le héros est beaucoup plus mis en avant que les auteurs. Là, c'est écrit tout petit, J.M. Charlier, dessin de J. Giraud. Alors après, ça a changé, mais ça a changé très tard, au moment d'Arizona Love, où on a eu enfin au-dessus du... Enfin là, on avait... C'est un peu une exception. Et ce qui est très marrant, simplement pour terminer, c'est que on dit toujours que Giraud prenait le pseudonyme de Gire, mais en fait, c'était pas vraiment un pseudonyme, parce qu'il mettait Gire, mais on voyait bien qu'il s'appelait Jean Giraud. Et d'ailleurs, dans certaines planches, il signait Jean Giraud. Donc, voilà, c'est pas un pseudo. Un petit clin d'œil, peut-être à l'actualité, ou alors... Ah mais oui, mais parce que voilà, donc en juillet dernier, Trump, victime d'un attentat, enfin, difficile d'y échapper, et je vois les images, et je me dis, mais incroyable, quoi. Tout de suite, j'ai pensé à un album qui s'appelle Angel Face, qui est sorti, alors qui a été prépublié dans l'hebdomadaire Le Nouveau Tintin en 1975, mais qui n'est jamais paru dans Pilote. Et effectivement, c'est quand même... Alors, c'est vrai que la Charlier s'est inspirée, non pas de l'attentat contre Trump, mais de l'attentat contre Kennedy, mais je trouve ça dingue. Regardez, la balle frôle l'oreille droite, comme ça a été le cas pour Trump. Le tueur est sur le toit. Tout le monde dit, c'est un attentat, on a voulu tuer le président. Bon, ça, c'est assez classique. Mais surtout, c'est presque la même couleur de cheveux que... Alors, ça dépend des albums et des versions. Là, ça se voit un peu moins, mais parfois, c'est le président Grant, il a les cheveux un peu orangés, comme Trump. Et je me suis dit, quand même, ce Charlier... Quelle force divinatoire, quoi. Voilà, c'est lui qui a inventé peut-être qu'il a donné l'idée au tueur. Ah oui, alors, ce qui est encore très drôle, c'est que le tueur, enfin pas le tueur, mais le type qui a tiré sur Trump s'appelle Vance. Et William Vance, dont on parlait tout à l'heure, a à un moment dessiné Marshall Blueberry d'après. Tout ça se rejoint. Donc finalement, peut-être que Apple Guéry avait raison et qu'on ne sait pas trop dans quel niveau de réalité on vit. Et en plus, c'est la page 111. C'est abyssal. La page 111. Oui, non, et alors Arrivé dans un monde. Non, mais c'est vrai. Voilà, moi je trouvais ça marrant, c'est pour ça que ce qui est étonnant, moi, c'est un des albums que j'ai lu quand j'étais ado qui m'avait marqué parce que le tueur s'habille en femme et il finit totalement défiguré. C'est vrai. Donc c'est quand même étonnant d'avoir ce niveau-là de cruauté, de violence dans une. Donc c'est quand même étonnant.
Alors, un de tes petits favoris, c'est Tueur de Monde. Tueur de Monde, alors, Métal Hurlant, enfin les humanoïdes associés, où offraient, ils avaient commencé par Les Yeux du Chat, ils offraient à tout acheteur de 3 ou de 5 albums, des humanos, un très beau livre qui est devenu collector, qui était Les Yeux du Chat. Ils ont renouvelé l'expérience en 79 ou 80 avec Tueur de Monde. Qui est vraiment, alors ça c'est la version à gauche, noir et blanc, à droite c'est la version de couleur très moche, comme souvent quand on met du Giraud en couleur. Mais ce que j'ai découvert en préparant le livre, c'est que Tueur de Monde existe grâce à Jean-Pierre Dionnet. Dionnet allait souvent chez Giraud, il regardait, il foutait dans les poubelles, il trouvait des histoires. Et il a vu 2 histoires qui n'avaient rien à voir, que Giraud avait commencé, enfin Moebius allait commencer sans les terminer. Et il lui a dit, tiens, ça serait pas mal que tu les réunisses, et ça fait Tueur de Monde, qui est un truc merveilleux, très court, avec très peu de texte, très poétique, qui se termine mal, mais absolument sublime. Voilà, mais surtout la version initiale en bichromie, voilà. Et pas la version couleur de Casterman, même s'il y a une préface de Georges Lucas qui dit à quel point Moebius était... Il a piqué des idées à Mézières et à Moebius, Lucas en partie. Ouais, Christophe, du coup, c'est très chouette. Alors, moi, je crois que la meilleure façon, c'est d'acheter ce livre, de vous le faire dédicacer parce que tu vas être présent. Et puis, moi, je propose à la salle, si vous avez des questions à poser à Christophe sur Moebius, Jean Giraud, on vous laisse à l'espace de parole maintenant. Je vous invite à vous abonner à nos réseaux, donc à vous abonner à Papier Nickelé, à regarder notre chaîne YouTube, il y a un certain nombre de vidéos, et aussi le podcast. Donc les auteurs primés ce soir seront mis en valeur sur nos réseaux, c'est important. Donc Christophe, interview, podcast, vidéo, et aussi la mention spéciale. Nous aurons des entretiens. On va travailler pour faire la promotion de ces 2 livres importants de l'imagerie populaire. Voilà. Et sur Facebook, le groupe des amis de Papier Nickelé. On a aussi le groupe des amis que vous pouvez rejoindre, dont Nathalie et Céline s'occupent. Voilà, merci de votre présence. La soirée continue autour du bar. Nous vous invitons à collaborer et effectivement à boire un coup à la mémoire de Jean Giraud. Voilà. Juste, vous pouvez aussi trouver les 82 numéros existants de Papier Nickelé, les 3 hors-série que nous avons publiés, un sur les fils de Sherlock Holmes de Grove, un livre sur les couvertures de Germaine Bourret, et puis le recueil de tous les dessins qui ont été faits pour soutenir la lutte des bouquinistes. Voilà. C'est les trois que nous avons sortis pour le moment. Il y en aura 2 autres en 2025. Et j'insiste, suivez et abonnez-vous à notre podcast, parce que vous avez toutes ces infos et relayez tout ça pour que les gens qui font ce travail sur le dessin populaire continuent de travailler et qu'on vende des livres chez nos libraires. Merci à vous. Et merci à Didier, merci à toute l'équipe. Merci cette soirée.